Hello, hello! Dans cet épisode, je partage mon micro avec Jérémy Collado. Jérémy est ingénieur son et designer sonore. C'est lui qui bosse avec nous sur le podcast pour la production et la post-production. Cette fois, c'est moi qui accueille les questions. Je passe du côté de l'interviewé. Et je dois te dire que ça fait bizarre. Je comprends mieux aussi la complexité d'une interview. Mais tu sais quoi? J'y ai pris un plaisir fou. Même si je t'avoue que Jérémy a mené l'interview à sa manière, dans des angles et des aspects que je n'aurais imaginé seul. Car oui, je connais plus ou moins la trame générale des questions qui sont abordées. Du moins, les thèmes et les sujets que nous souhaitions ouvrir ensemble. Mais au final, j'ai préféré me laisser guider. Et ça donne des réponses surprenantes parfois. Toi qui connais Pollock, toi qui connais mon goût pour l'expressionnisme abstrait, pour l'expression visuelle et sa libération, pour la scénographie, apprête-toi à entendre bien des secrets que nulle part ailleurs je n'ai dévoilés. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art ? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est de l'art et du design ? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Hello Anouk, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super bien Jérémy, je suis ravie d'être là avec toi pour cet épisode. Eh ben ouais, moi je suis très ravi que tu m'aies invité. D'ailleurs, j'ai l'impression que les rôles sont inversés. Oui, là tu vois, je suis en invité en fait, c'est toi qui prends les manettes du podcast. Alors je dois dire que je suis à la fois enthousiaste et un petit peu anxieuse parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau des questions. Est-ce que tu veux qu'on explique un petit peu ce format spécial aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Alors l'idée, c'est de faire un épisode sur toi, qui est fondatrice du Sirop Design et qui est aussi la créatrice du podcast. Et t'es venue vers moi pour me demander si je pouvais animer cet épisode, sachant que tu voulais une certaine objectivité. C'est pour ça que tu n'avais pas forcément demandé à ton partenaire d'agence, c'est ton partenaire de vie. Et moi, étant la personne qui monte ton podcast, tu peux être sûr que j'ai au moins écouté tous les épisodes. Je sais à peu près le format et les codes que tu utilises dans ton podcast. Et donc, je vais les appliquer sur cet épisode avec toi. Chouette. Écoute, j'ai vraiment hâte, mais je sais pas vraiment ce que tu vas me poser comme question parce qu'il faut savoir que je me suis pas du tout préparée. Je me suis dit, je vais garder la fraîcheur des réponses, donc du coup, je me laisse faire. C'est parti. C'est parti. Alors, il faut dire, je vais être totalement transparent, que tu m'as laissé quand même quelques petites notes, que je m'en suis inspiré. Et ce que j'aime bien dans ton podcast, c'est que au niveau de la présentation de ton invité, tu ne laisses pas l'invité présenter et tu le présentes toi. Donc, je vais te présenter. Allez. Anouk, tu es cofondatrice de l'agence du Sirop Design. Tu exerces au sein de l'agence en tant que directrice conseil et création. Tu es consultante en communication de marque et des entreprises. L'expression stratégique est devenue un terrain d'expertise. Tu évolues avec ton cofondateur Charles dans un milieu très design, très graphique, très haut en couleurs, qui rejoint au final très bien le nom de votre agence du Sirop Design. Dans votre univers, il y a pour moi, je trouve, beaucoup d'influence autour de l'art urbain, mais pas que, et on reviendra dessus dans un petit moment, car j'ai cru comprendre que l'art est une histoire de famille chez toi. Alors, tu m'as laissé aussi des petites notes, et j'en ai fait un peu mon fil conducteur, et il y en a une qui m'a plutôt marqué. Ouais. Tu as écrit « J'ai un parcours plutôt littéraire, atypique et de self-made woman ». Et j'aime beaucoup cette expression. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu justement de ton parcours sur ces trois côtés-là, littéraire, atypique, et surtout pourquoi self-made woman. Oui, ok, allons-y. Écoute, atypique et self-made woman, parce que j'étais pas forcément prédestinée à devenir une consultante en communication de marque des entreprises. Moi, au départ, j'ai évolué dans un milieu très littéraire, tourné sur l'histoire, tourné sur pas les arts visuels tout de suite, mais plutôt sur l'histoire de l'art de la Renaissance, les primitifs italiens, le baroque. Et j'étais une passionnée d'histoire de l'art. Moi, ce que je voulais faire, c'était être critique d'art. Je voulais faire des études d'histoire de l'art et devenir journaliste d'art. Traîner dans les galeries, traîner dans les musées et être baignée par les tableaux. C'était l'art surtout pictural qui m'intéressait quand j'étais jeune.
J'ai évolué petit à petit vers, l'histoire et je me suis tournée sur des études universitaires, orientées histoire, puis histoire de l'art et après j'ai cheminé, autour, des antiques, en faisant, des enchères, à Drouot. J'ai eu l'opportunité, de bosser à Drouot et de me tourner vers l'événementiel. Voilà. Quand je dis atypique, c'est parce que, quand tu sors, d'une licence ou d'un master d'histoire, tout de suite, Drouot et la communication événementielle, il y a quand même Un un petit fossé. un petit fossé. Pourquoi les arts m'ont autant, passionnée? Alors, aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de recul, hein, j'aurais pas été capable de dire ça il y a 10 ans. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle adorait l'histoire. Il y avait tout le temps des livres d'histoire, à la maison et elle avait une faculté, de raconter la Révolution française, tu vois? Toujours un petit peu, à la dérision et avec, son accent, méridional et moi, j'étais fascinée par ce que me racontait ma mère avec Robespierre, elle me parlait de Napoléon, du coup, j'étais vraiment passionnée par ça et j'avais une tatie, enfin j'ai une tatie toujours, qui elle, adorait les musées. Elle m'emmenait toujours dans les musées, en tant que Lyonnaise, elle m'emmenait au musée des Beaux-Arts, à Lyon et elle aussi, elle avait une façon, très rigolote de présenter les tableaux, l'histoire religieuse, alors moi, quand j'avais 8, 9 ans, je l'écoutais avec des yeux ébahis puis je cherchais, voilà, les symboles, dans les tableaux. On s'amusait à chercher les couleurs, à chercher, les animaux, des choses comme ça et j'ai eu vraiment la chance, de la suivre, elle, dans son parcours parce que elle a pas mal voyagé, elle a pas mal bourlingué et elle a posé, ses valises, quelques années à Venise et je crois que là, ça a été vraiment pour moi, un bain baroque que j'ai pris dans la figure avec ses dorures, avec ses volutes, et c'est vrai que parce que j'y suis allée plusieurs fois et quand j'y suis allée, ça m'avait fascinée et en même temps, je sais pas, je ressentais un poids quand je rentrais dans ces églises. Je me sentais toute petite et en même temps, j'étais émerveillée. Il y avait de la dorure de partout et avec elle, voilà, j'ai fait plein de choses, à Venise. Elle m'expliquait, l'histoire, du baroque. Elle m'a montré les primitifs italiens. Elle m'a appris ce que c'était une perspective et c'est elle qui m'a tournée sur le mobilier parce qu'à Venise, tu avais des musées, où tu pouvais, voir le mobilier d'époque. Alors moi, j'ai retenu la Carrizzonico. C'était un palazzo, qui était à côté de chez elle parce qu'elle habitait, Campo di San Margarita et j'adorais aller, dans ce palais, regarder les fauteuils, les lits d'époque, les grandes robes à Vertugadin. Voilà, c'était chouette, quoi. J'avais, l'impression d'être une petite princesse, en fait. Je m'imaginais, dans ce palais. Donc tu avais d'un côté, vraiment l'histoire qui était, du côté plutôt de ta maman Oui, et c'est puis ça. vraiment l'art du côté de ta tante et donc Ouais. forcément après tu t'es dirigée dans l'histoire de l'art. Mais j'ai cru comprendre que, ta tante était sur des mouvements très ciblés comme le baroque, Mmh. mais par contre toi tes influences elles ont bien évolué depuis. Oh là, oui! Entre autres, je sais que, l'art contemporain c'est quelque chose qui te plaît beaucoup, Mmh mh. l'expressionnisme aussi Mmh. et puis, l'art urbain, hein, j'en ai parlé tout à l'heure et d'ailleurs ça se voit dans toute la com du sirop, que ça passe, de votre design à votre vidéo que j'adore. Au passage, je suis hyper fan de votre vidéo de présentation Merci. et puis aussi, dans tes épisodes, hein, la série que tu viens de faire, avec, notamment La Coulure et Palm et d'autres invités, sur, plutôt l'art urbain et l'art de rue. Comment ça s'est passé? Comment c'est venu ces influences? Oh là! En fait, c'est venu super tard. Au début, je m'y intéressais, mais alors pas du tout. Alors quand je dis au début, parce qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'art, je devais avoir 8, 9 ans, quelque chose comme ça et j'ai évolué, dans mon adolescence. Moi, ce qui me plaisait, c'était le clinquant. Ah, j'adorais, tout ce qui était surenchère, tu vois? Tu m'emmenais, dans le style, Pompadour, le rococo, j'adorais ça, tu vois? D'accord. Et j'étais vraiment, dans le côté clinquant, moi, pendant toute ma période étudiante. En fait, c'est réveillé l'amour de l'art urbain et l'amour de l'art contemporain bien plus tard, dans mes années universitaires. Alors, je fais une petite aparté. Moi, j'ai commencé par l'histoire. J'ai une petite pensée pour mon père parce qu'à la maison, c'était important d'avoir une sécurité. On voulait la sécurité. Déjà, j'ai fait un bac L, j'ai pas fait S ni ES. Bon, Niveau c'était déjà un sécurité, choix qui était compliqué ouais. et je voulais faire histoire de l'art et là, gentiment, on m'a dit: «Écoute, Anouk, mise quand même histoire et puis on verra après, tu pourras toujours te diriger vers histoire de l'art plus tard». J'ai écouté
la voix du père à ce moment-là à contre-cœur. Effectivement, j'ai voulu jouer la sécurité. Alors, attention, histoire, ça me plaisait, mais j'avais pas vraiment envie de faire ça tout de suite. Moi, je voulais faire histoire de l'art direct. Et donc, toutes mes années de DUG et de licence, je pensais à l'histoire de l'art. Et donc, dès que j'ai eu la licence d'histoire, j'ai tout de suite fait une mise à niveau, on appelle ça, pour gagner la session licence d'histoire de l'art tout de suite, sans passer par la phase DUG. C'est possible quand tu fais histoire, en fait. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé cette licence, que ça m'a ouvert un petit peu l'esprit et je me suis vraiment passionnée pour l'art contemporain. C'est quelque chose que je n'avais pas jusqu'à maintenant. J'étais vraiment dans l'histoire des religions, dans l'art religieux, et j'étais passionnée par la Saint-Barthélemy, ce genre de choses, par le Concile de Trente. Et c'est cette licence qui m'a ouvert un peu les yeux. C'est l'avantage de faire une licence avec une mise à niveau DUG, parce que du coup, je suivais un petit peu les deux. Alors du coup, j'en ai bouffé de l'architecture, de la peinture, de la sculpture. J'avais plus donné de la tête. Et je suis tombée sur un prof, un maître de conférence. Lui, je le retiens, mais vraiment, il était passionnant. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Dada, c'est lui qui m'a fait découvrir Fluxus, c'est lui qui m'a fait découvrir l'hyperréalisme, ce genre de mouvement-là. Et je le remercie parce qu'il a éveillé en moi une curiosité pour aller bien plus loin et m'orienter justement sur l'expression dans la rue. L'art urbain est arrivé tout de suite après, finalement. Donc moi, à ce moment-là, j'ai quel âge? Ouais, j'ai 22 ans, quoi, à peu près. Et c'est à ce moment-là que je me suis passionnée pour l'art contemporain. J'ai d'ailleurs fait une recherche sur Dada et Haussmann. C'était mes recherches universitaires. T'en reparles souvent avec ta tante justement de l'art et de ton basculement vers l'art contemporain. Et elle, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, elle est encyclopédique. Ok. En fait, c'était mon Google de l'époque. C'est-à-dire, j'avais une question, je pouvais lui poser toutes les questions, elle avait une réponse à tout, avec une facilité, mais déconcertante. Et moi, j'avais même pas besoin d'aller fouiller dans une encyclopédie, dans un dictionnaire. J'avais besoin d'une question sur l'histoire des religions, sur l'art religieux. Je savais qu'elle était là pour me répondre. Et c'est marrant parce que elle aussi, en fait, elle est assez ouverte sur l'art au sens général du terme. Elle va s'intéresser à des primitifs, l'art primitif. Elle va s'intéresser à l'art contemporain, mais peut-être pas forcément urbain, mais plutôt sur des choses disruptives. Je sais que voilà, si on parle de Dada, de prime abord, je pense pas que ce soit une question de goût, mais elle va le comprendre, elle va le décortiquer et elle va être heureuse d'en parler, en tout cas d'apporter un point de vue. Je pensais pas du tout arriver à ça, mais en fait, je m'aperçois qu'en discutant, elle a eu énormément d'influence sur moi parce que la notion de point de vue, on en reparlera plus tard, mais je pense que ça vient un peu de là quand même. D'accord, ok. Mais c'est pas travaillé, Jérémy, là, c'est en te parlant que les choses s'éclaircissent. Ah, c'est le but aussi, hein. Moi, j'ai une trame, puis je te pose quelques petites questions pour faire sortir des choses. Et puis, je suis content, en tout cas, que tu aies une réaction aussi naturelle et ça évolue dans le bon sens. C'est aussi elle, j'imagine, qui t'a donné une certaine objectivité. Là, on parle beaucoup d'art, tu l'as dit tout à l'heure, pictoral, d'art visuel. Oui, c'est vrai que j'ai été baignée par la peinture beaucoup. Par contre, ce n'est pas la seule forme d'art que tu apprécies. Mmh. L'écriture, entre autres, c'est quelque chose qui te plaît aussi? Ouais, à côté de ça, j'aimais beaucoup lire de la poésie, m'amuser à écrire des vers ou en tout cas à essayer de créer des rimes ou à jouer avec les mots. Alors ça, je te parle de ça, c'était pas dans mon enfance, c'est venu dans ma période étudiante. Justement, le fait de travailler en histoire, on travaille aussi sur des poètes, on travaille sur des écrivains, ça fait le lien avec l'histoire de l'art. Et c'est à ce moment-là que je me suis amusée à jouer avec les mots, puisque en découvrant Dada, justement cette cassure sur l'institution muséale et artistique, je me suis dit qu'en fait, tout pouvait être art. Il suffisait, quelque part, d'avoir le point de vue pour l'ériger en tant que. Puisque finalement, qu'est-ce qui est art? La vie est art. Les objets sont art. Tout est art autour de nous. Il suffit d'avoir le regard pour pouvoir le regarder en tant que tel. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est une question d'éducation du regard, de l'oreille et de la voix. Et moi, très rapidement, j'avais envie de m'amuser. Je me suis dit, en fait, finalement, j'ai un terrain de jeu fabuleux autour de moi. Et je m'amusais avec les mots, j'essayais de les associer, j'aimais bien les décortiquer, les couper, en inventer, faire des néologismes. Enfin, c'était mon petit truc à moi. D'ailleurs, j'ai encore gardé
le carnet de notes que j'ai ressorti il y a quelques années parce que je rangeais chez moi un petit peu le bureau et je suis retombée dessus et je me dis mais c'est pas possible, j'ai écrit ça. Alors ça a fait répercussion à mes études et à la thématique de mon mémoire puisque ça ressemblait très fortement aux poétesses que je pouvais étudier à ce moment-là. Et je me suis dit mais c'est dingue en fait, comment on peut se mettre à la place d'un personnage historique. C'était comme si je m'étais mis dans le XVIe siècle, en mode Ronsard, tu sais, et j'ai relu ça, c'était assez drôle. Donc, ça veut dire que, avec ces différents outils que tu as eus, tu as pu développer une certaine, c'est même pas une connaissance, mais c'est une compréhension du monde où tu es allé chercher justement ta compréhension et tu l'as développée. Tu as les clés de pouvoir créer de l'art et de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le partager avec le monde. Ouais. J'ai eu un déclic, avec Duchamp. En fait, il faut savoir que j'adore le Centre Pompidou. Je suis passionnée, aspirée par ce centre depuis que je suis gamine. Je kiffe Pompidou, il faut le savoir. Et à chaque fois que j'y vais, ma première réaction, c'est d'aller voir tous les artistes dadaïstes et notamment Duchamp. J'en suis fan. Et lui, en fait, il a vraiment déclenché en moi quelque chose puisque je me suis dit, mais attends, mais comment on peut en arriver là? À quelque part, c'est un coup de pied dans la fourmilière. C'est aussi une façon de se moquer des institutions, sans rentrer trop dans le contexte. Mais c'est aussi une manière d'éveiller les consciences en disant, mais regardez ce que vous avez autour de vous, je le renverse, je le mets sur un socle et ça devient un objet puisque je suis en train de l'admirer, de tourner autour. Et Duchamp m'a juste mis le doigt où je me dis, attends, c'est en fonction de l'angle que tu vas prendre que finalement, tu vas envoyer un message. Et très rapidement, j'ai compris qu'on pouvait envoyer des messages selon un positionnement. Et très rapidement, j'ai compris que finalement, on pouvait communiquer en fonction des messages qu'on leur positionnait. Et ça, c'est arrivé au fur et à mesure de mes rencontres, de ce que j'ai pu partager dans ma vie. Et ça va avec ce centre Pompidou et le mouvement Dada. C'est là vraiment qu'il y a eu un déclencheur chez moi sur la façon dont on pouvait, à l'époque, je parlais pas de communication parce que j'en étais pas là, mais la façon comment on pouvait envoyer un message. Et je cherchais ça. Je le cherchais à travers mes jeux de mots, à travers mes recherches universitaires, parce que bon, j'ai bossé Dada, j'ai bossé aussi le nu féminin à la Renaissance. J'ai beaucoup travaillé l'émancipation en fait du corps de la femme à la Renaissance, d'où le fait d'avoir travaillé des poètes, des peintres, ces femmes en fait qui commençaient à gagner un petit peu de pouvoir dans les cercles, avec notamment François Ier, tout ça. Voilà, ça c'est mon univers à moi. Et puis j'ai évolué là-dedans. Après, quand je suis sortie de l'université, je me cherchais un petit peu, tu vois. Et je me dis mais bon, ok, c'est bien beau, j'ai de l'histoire de l'art, mais j'en fais quoi? Moi, ce que je voulais, c'est être critique d'art. Je voulais être avancer dans la muséographie ou dans la muséologie. Et puis, très rapidement, j'ai vu que j'aimais quand même bien les antiques et la communication et le fait de pouvoir en parler, de pouvoir échanger. Et c'est là qu'il y a eu un basculement où je suis pas allée me diriger vers la recherche. Je suis allée chercher des métiers de représentation où on pouvait travailler la scénographie, notamment avec Drouot. Donc, tu es passé de ta compréhension de l'art à justement essayer de la mettre en pratique. Mmh. Et tu as eu 2 expressions qui sont apparues déjà depuis Pompidou, c'est positionnement et communication. Mmh. Alors même si à l'époque, tu te disais, tu étais pas du tout forcément axé là-dessus, mais par contre, c'est ton métier aujourd'hui. Oui. Tu as créé une belle agence avec Charles, qui est en pleine célébration d'ailleurs, mais ça, je pense que tu en parleras tu vas peut-être en parler d'ailleurs. Mais avant de parler du sirop, on va parler de leur fondateur. Donc, on vient de parler de toi et on a découvert un petit peu tes passions, ton profil. Il y a un épisode aussi qui va sortir sur Charles avec son profil de designer et bien plus. Moi, je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés. Quelles sont en gros les origines de votre duo? Les origines, on est d'accord, la rencontre avec Charles, pas les Ouais, origines de l'agence. OK. ouais, la rencontre avec Charles. La rencontre avec Charles. En fait, c'est un hasard. Ouais, vraiment, enfin, un hasard un petit peu orienté quand même. Je m'explique. Moi, à l'époque, je suis dans l'événementiel. J'ai fait Drouot, j'ai fait un passage dans l'événementiel. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était le design d'espace, le graphisme d'espace.
Et petit à petit, j'ai vu que finalement, les métiers liés à la communication visuelle m'intéressaient fortement. Et je suis à une phase de ma vie, c'est un peu foutraque. Je sais pas trop où je suis, je sais pas trop où je vais aller. Donc du coup, je fais un bilan de compétences. Mon entourage me pousse un peu à le faire. Et en fait, je suis en pleine reconstruction avec moi et je me cherche. Donc du coup, je fais ce bilan. Mais ce bilan, j'ai l'impression, tu sais, que c'est comme si je jouais ma vie au moment où je me lance. Il fallait absolument que j'y arrive, que je trouve le truc. Je me mets une pression de dingue en me disant, mais attends, si j'y arrive pas, c'est foutu, ma vie, elle est ratée. Et donc voilà, je pars sur le bilan de compétences qui dure quand même un certain nombre de temps. Et je le fais avec beaucoup d'assiduité. Je vais au contact de profils inspirants, je vais aller recueillir des témoignages. Et tous les profils que je découvre, ils sont fabuleux. Déjà, je suis super bien accueillie. Donc, je vais vers des graphistes, vers des designers textiles. Je suis allée m'orienter vers les métiers de la main aussi, puisque je cherchais aussi l'expression à travers le fer, l'énergie du fer. Et donc, je suis allée voir des décorateurs, des tapissiers. Alors, très vite, le métier de tapissier, je l'ai mis de côté parce que quand j'ai vu comment il fallait porter les clubs, les canapés, les fauteuils, moi, j'étais toute fluette à l'époque. Je me suis dit, bon, j'ai une contrainte physique qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas impossible, mais je devrais devenir un peu plus mousclita, tu vois, pour y arriver. Donc, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le faire qui m'intéresse? Et finalement, ce qui m'intéressait dans la tapisserie, c'était les associations textiles, les formes, les couleurs. Et j'ai tout de suite compris que j'avais un potentiel dans le design d'espace, dans le design événementiel et dans la communication. Et là, je m'oriente petit à petit sur des profils plus... alors, à l'époque, on parlait d'infographie. Aujourd'hui, l'infographie n'est plus ce qu'elle était. C'est les balbutiements de l'infographie, c'est-à-dire la numérisation de l'expression graphique, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu autre chose. Et donc, je me lance là-dedans, à essayer d'aller chercher des infographes, des designers graphistes, des designers textiles, des designers d'expression plastique, etc. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Je me suis collecté mon petit dossier, je suis heureuse, je suis contente, je suis prête à le présenter pour ma fin de bilan de compétences. Et en tout cas, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma voie. Je sais que je vais aller dans la communication, tu vois. Et j'ai une amie qui m'appelle. Cette amie, c'est Sarah, et elle me dit, écoute, Anouk, je t'ai dégodé un rendez-vous. Je dis, ok, mais je n'en ai pas besoin, je te remercie. Mais si, il faut absolument que tu viennes. Écoute, il est exceptionnel. Il s'appelle Charles Trombetta. Il est designer concepteur graphique à la Signa. Tu verras, ça te fait toujours un profil de plus. À l'époque, je sais pas trop dire non. Donc j'y vais, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est assez bizarre. Je me force à y aller pour faire plaisir à mon amie Sarah, qui, si elle m'entend, je lui fais un gros coucou. Et en fait, voilà, je suis entre le OK, je vais faire plaisir à mon amie parce qu'elle s'est quand même mis en danger entre guillemets. Enfin, elle a fait l'effort. C'est pas facile d'obtenir ce genre de rendez-vous parce que c'est quand même une super grosse boîte événementielle et je peux pas dire non. Donc j'y vais. Elle me dit t'as rendez-vous tel jour à telle heure. Bon ben j'y vais, mais j'y vais un peu frustrée quoi, un peu à reculons. Et là je rentre dans cette bulle de verre. C'est un immense bâtiment, ça grouille dans tous les sens. Tu vois les gens courir, c'est le feu. On a l'impression qu'il y a un incendie à éteindre. Et là je vois un homme arriver, s'adresser vers moi et je lui dis c'est chaud ici, hein. En guise de bonjour, tu vois, je lui dis c'est chaud hein, ici. Il me regarde, il me dit c'est toi Anouk? Je dis oui c'est moi. Il me dit enchanté, je suis Charles Trombetta, bah viens. Et c'est là qu'on se voit pour la première fois et il me fait visiter en fait les bâtiments parce que je suis sur le siège de cette agence de communication événementielle et donc il me présente le bâtiment, il me présente aussi les personnes de la communication interne, communication externe, ceux qui sont sur le design de stand, le design des espaces. Enfin du coup je rencontre plein de gens hyper intéressants. Donc j'ai pas qu'un profil en fait, j'en ai vraiment plein autour de moi. Et je me passionne pour cet homme, en fait, qui me parle de son métier et je le trouve fascinant et je ne sais pas encore, mais ça deviendra une histoire d'amour assez intense. Un peu plus tard. Et du coup, le lien avec le début de l'agence, donc on sera beaucoup plus tard dans cette histoire-là, j'imagine. C'est pas du tout maintenant, effectivement. À ce moment-là, on sait même pas qu'on va bosser ensemble. Donc là, on est quelques années plus tard. Tu es avec Charles, enfin vous êtes ensemble et vous avez une idée peut-être qui va germer sur la création de potentiellement une agence. Oui, alors
L'agence n'est pas un objectif entre nous deux. Quand on s'est rencontrés, c'est devenu vraiment finalement mon bilan de compétences s'est transformé en histoire d'amour. On va dire clairement que c'est ça un petit peu l'histoire. Tu l'avais pris à cœur en même temps, donc valait mieux. Tant mieux. Voilà, il n'a pas été inutile ce bilan de compétences. Il m'a mis sur la voie, une autre voie. Et du coup, j'ai trouvé aussi où est-ce que je voulais aller professionnellement parlant. Et moi, à ce moment-là, je m'oriente en fait sur la communication des arts et des antiques. Et je cherche un job sur Lyon, puisque j'ai un peu vadrouillé, mais voilà, j'essaye de me positionner sur Lyon. Du coup, mon compagnon étant lyonnais et travaillant sur Lyon, c'était quand même plus sympa d'essayer de vivre ensemble. Donc, je cherche du job sur Lyon et je trouve quelque chose de sympathique dans les arts antiques en philatélie. Donc, je deviens chargée de communication dans la philatélie. Et ce poste-là, je l'ai accepté en refusant un autre, celui de devenir galeriste. D'accord. Donc, en fait, je m'oriente sur ce poste, mais un peu à contre-cœur aussi, parce que je me dis, tiens, je renonce à ça. Mais le poste de galeriste, j'ai dit non à ce poste-là pour 2 raisons. La première, c'est qu'à l'époque, j'éveille en moi une expression picturale. Je développe en fait mon atelier de peinture et je trouvais délicat, difficile de vendre et de mettre à l'honneur d'autres artistes du même courant que moi. Et moi, cherchant à développer mon studio de peinture, voilà, c'était un petit peu compliqué. Il y avait un conflit d'intérêts quelque part. C'est ça me paraissait un peu compliqué de le faire, même si le poste était un peu fait pour moi. J'avais le sentiment de pouvoir y apporter énormément. Mais du coup, voilà, je me disais, bon, est-ce que vraiment je suis à ma place? Du coup, j'avais refusé ce poste-là et je me suis orientée sur ce poste de chargée de communication. Et ce poste, en fait, c'est fou, mais il m'a ouvert des possibles que je n'aurais jamais cru, puisque j'ai eu énormément de chance de pouvoir évoluer au sein de cette entreprise et de pouvoir monter step by step, en fait, les échelons de la com, de la digitalisation. Et c'est là, en fait, ça a éveillé en moi différentes choses, notamment mener des campagnes, mener des projets, savoir comment parler de l'image de l'entreprise, comment vendre aussi les pièces antiques, etc. Bon, sans trop rentrer dans les détails. Donc moi, je suis là. Charles est toujours à son poste de concepteur graphique dans un service événementiel. Et puis, on avance, puis très rapidement, on s'essouffle. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour, chacun de notre côté. Et puis, je peins toujours autant. Charles me pousse énormément à m'exprimer sur la toile. Et c'est un peu grâce à lui, en fait, si j'ai peint, parce que c'est lui qui me disait, mais vas-y, crache, donne tout ce que tu as. Et moi, je fais énormément d'expériences. C'est un vrai laboratoire. Donc, à l'époque, on est dans un garage et c'est un box, quoi. C'est 3 par 3 et j'en fous de partout. Merci le propriétaire qui a accepté que je fasse ça quand même. Et donc, du coup, et ça y va, je teste à l'équerre, du bois, du sable, de la pierre, je fais des modelages. Enfin bon, bref, ça part vraiment dans tous les sens. Et à chaque fois, je vais aller chercher la matière. Je bosse la matière à fond. C'est vraiment ça qui me fait vibrer à ce moment-là. Et petit à petit, Charles me dit, mais ok, c'est cool ce que tu fais, mais pourquoi t'exposes pas? Aujourd'hui, tu as peut-être besoin de le montrer, ce travail. Et bon an, mal an, je me dis, ok, je suis morte de trouille. J'ai peur de montrer ce travail, il est hyper intime, j'ai l'impression d'y avoir mis mes tripes. Je l'écoute, je me dis, ok, bon, on va essayer. Là, je sors de ma zone de confort puisque je vais aller faire les galeries petit à petit. Il y a une rue à Lyon et je fais toutes les galeries. Et je me prends des vents pas possibles certaines fois. Des fois, c'est violent. Et puis après, je peux avoir des fois des accueils super chaleureux. Et je me dis, finalement, en fait, encore une fois, on peut pas faire l'unanimité. Et finalement, ça m'a appris à développer un discours. Parce que c'est hyper dur, finalement, de vendre son art. C'est super dur. Alors, quand je dis vendre, c'est en parler, communiquer. Parce que personne n'est en toi. Toi, tu te comprends. Mais comment faire passer ça à travers les mots, à travers un discours structuré et du coup, je m'étais pas préparée, je vais un peu au casse-pipe, je me prends pas mal de portes fermées, d'autres qui s'ouvrent énormément et qui me disent « mais c'est fabuleux, vous avez une vraie production, continuez », qui sont hyper encourageants. Et donc du coup, je me dis ok, peut-être sur les 4-5 qui ont été un peu abruptes, j'ai quand même 3 retours hyper positifs. Eux, ils ont compris. Donc, si eux, ils ont compris, peut-être que je peux commencer à en parler. Et petit à petit, naît l'idée avec Charles de développer ça, de s'amuser. Et en 2014,
on commence à envisager un studio, créa, direction artistique. Enfin, on sait pas trop ce qu'on va faire, mais on veut faire un truc. Ça fait déjà plusieurs années qu'on bosse ensemble, qu'on fait des concours, qu'on fait des appels. Là, on s'est dit, bon, ça serait peut-être bien de créer quelque chose, mais on sait pas quoi. Et petit à petit, je dis, mais écoute, on aime tellement l'expression que là, c'est le moment ou jamais. Allez, viens, on se fait notre studio créa, notre studio design, et puis ça deviendra un petit incubateur d'inspiration qui nous servira pour les créas et les concours qu'on est en train de faire. Et il dit, OK, allez, on lance ça. Donc finalement, on se retrouve à être en mode cap ou pas cap. On se dit cap, OK, le lendemain, on crée un studio et on cherche un nom. Très rapidement, du sirop arrive assez facilement dans la conversation, puisque c'est une de nos expressions favorites quand on est sur une terrasse. Et on s'est dit, qu'est-ce qui reflète le mieux nous? Nous, c'est le soleil, c'est l'amour, c'est l'été, c'est les granités italiens, c'est les glaçons dans un verre de sirop. On s'est dit, ce sera du sirop design, quoi. Du sirop design est né. Voilà, c'est comme ça que du sirop design est né. Mais à l'époque, c'est pas une agence, c'est un studio de création qui va se structurer 2 ans plus tard. D'accord. Donc, Ouais. 2 ans plus tard, là, c'est vraiment juste le début et pendant 2 ans, vous réfléchissez justement à la direction que du sirop va prendre. Oui, en fait, en 2014, on est orienté B2C. C'est-à-dire qu'on va faire des personnalisations graphiques, du graphisme textile. On s'éclate, franchement, on fait des dessins, on fait des illustrations, on fait plein de choses dans ce sens-là. Et à ce moment-là, en fait, on se dit, mais qu'on fait complètement fausse route, que c'est pas ça l'important. Je pense qu'on s'est dit, il fallait revenir en fait aux bases et développer la communication visuelle, développer l'identité de marque. Nous, on nous connaît à travers le graphisme d'espace, le graphisme événementiel, et on nous connaît à travers les logos. Les gens venaient nous voir pour des logos. On s'est dit, allez, on arrête de délirer, on arrête de partir dans tous les sens et on le fait le projet. Et en 2016, du Sirop Design devient une agence de communication graphique. Alors, moi, j'ai 2 petits exercices par rapport à l'agence. Enfin, c'est 2 questions que je voudrais te poser. La première, c'est en une phrase, comment tu arriverais à décrire du sirop? En une phrase, Ouais, le sirop d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire pas celui de 2014, vraiment celui d'aujourd'hui. du Sirop. Du Sirop, c'est une agence créative qui est là vraiment pour apporter un côté rafraîchissant à la communication des entreprises et l'identité des marques. Très bien, Ça te va? ça me va très bien, tu as répondu à la question. Maintenant, la deuxième qui est un petit peu plus compliquée, quel serait le mot ou l'expression pour toi qui reflète tout ce que vous avez créé avec Charles autour de du sirop? Quel serait le mot ou l'expression Ouais. avec tout ce qu'on a créé? Fusion. Ah! Je pensais pas à ça, tu avais tellement accentué sur rafraîchissant que je pensais que tu serais resté là-dessus. Non, fusion. On est dans la complémentarité depuis qu'on se connaît et ça matche tellement bien que on a aujourd'hui, à force de bosser ensemble et en plus de vivre ensemble, que les choses, je sais pas, c'est comme un puzzle 3D qui se met en route tout seul, quoi. C'est un truc de fou. Les projets, ils se fusionnent, quoi. C'est incroyable. Alors justement, rentrons un petit peu dans l'agence et dans votre process de fusion. Est-ce que tu pourrais décrire plus ou moins un schéma de workflow traditionnel? Oui, c'est vrai que on a appris à se structurer, on a développé une méthode et aujourd'hui, on est focus sur l'expérience clientèle. Avant, on apprend évidemment beaucoup à travers les projets clientèle qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, c'est vraiment experience first. Et on s'est dit, mais ça sert à rien d'avoir plein d'interlocuteurs. Donc aujourd'hui, il y a un interlocuteur unique. Tous les projets passent par moi, quasi tous. C'est-à-dire que toute la relation commerciale, clientèle, se fait avec moi au niveau de la prise de demande, la prise de brief, au niveau du conseil, tout ça. Et après, on va bosser tous les deux en duo, on va débriefer. Charles, il adore quand les débriefs, ils sont calés, ils sont nickel, ils sont au carré. Il me dit, ça, c'est génial, je sais où je vais. Et généralement, voilà, il a plein de pistes. Après, il peut faire son sourcing, il peut aller commencer à travailler sur la partie conceptuelle. Et on se retrouve une fois qu'il a commencé à décortiquer au moins une planche créative.
Donc après, il peut y avoir plusieurs planches, mais si je prends par exemple un projet de conception graphique ou un projet d'identité logotypée, il y a entre 2 et 3 planches créa. Et ces planches, en fait, elles sont fabuleuses. C'est des moods inspirationnels géniaux. Et là, on commence à discuter. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est OK. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut le développer? Ça, t'es allé jusqu'au bout. Il y a un truc à faire, mais on peut reprendre différemment. En fait, c'est du ping-pong qui va se passer pendant 1 heure et demie. On a la tête qui chauffe, qui est en mode surchauffe. Et quand on commence à tenir quelque chose, généralement, on reprend une autre planche, on l'isole et on va aller jusqu'au moindre détail, le faire évoluer jusqu'à ce qu'on puisse plus. Jusqu'à qu'on se dise, OK, c'est bon, on a tourné l'idée dans tous les sens. Là, on tient quelque chose. Et après, on laisse reposer. Une fois qu'on a bien laissé reposer, on se remet devant. Et là, on regarde un petit peu ce qui a été fait, ce qui a été mis de côté, pourquoi. Et on y voit beaucoup plus clair et très rapidement, le concept germe à ce moment-là. D'accord, donc si je comprends bien, Charles reste quand même plus ou moins dans l'ombre du client, donc c'est toi qui vas être un petit peu la passerelle entre Charles et le client. Par contre, tu n'as pas que justement ce rôle de communicante, tu mets la main à la pâte aussi, vraiment vous évoluez à 4 mains, c'est plus ou moins Charles qui commence le projet, qui va aussi sûrement le peaufiner, mais par contre, tout le travail de brainstorming et de fusion, pour reprendre ton terme, ça se fait vraiment tous les deux ensemble. Ça se fait ensemble sur la plupart des projets. Il y a des projets où Charles va être en solo. C'est des projets parce que ça fait partie de son réseau, D'accord. notamment sur des fois des vectorisations de consignes de sécurité. Moi, je n'interviens pas du tout là-dedans. C'est son truc à lui, l'illustration vectorielle pour les consignes. C'est vraiment son dada à lui. C'est son portefeuille client. Il a l'habitude d'avoir ce lien relationnel avec eux. Et moi, je n'interfère pas du tout sur ce genre de projet. Par contre, toute l'acquisition, communication de marque, communication d'entreprise, identité graphique, identité produit, tout ce que tu veux, là, ça va passer entre mes mains. Et puis, il va y avoir aussi la partie consulting qui fait que on passe sur l'interlocuteur unique. Ce qui est intéressant, c'est pas le fait que, comment dire, on veut pas se disperser. On veut apporter la meilleure des expériences possibles aux clients. Si par exemple il y a plein d'interlocuteurs différents, le message il est dilué et des fois on se met à faire des réunions pour des réunions et c'est aussi peu efficace. Le fait en fait de centrer sur un interlocuteur, que ce soit moi pour la partie plutôt communication des entreprises ou que ce soit Charles pour la partie vectorisation des consignes, le client il est en lien direct. C'est hyper rassurant et il y a un fil de suivi tout le long de la conception et de la production qui fait que il se sent un petit peu dorloté, un petit peu chouchouté jusqu'à la livraison. Et c'est hyper intéressant d'avoir justement cet interlocuteur-là. Nous, on l'a développé, on a vu que ça marchait et on a mis en place aussi des séances de production. Avant, on ne le faisait pas forcément. Aujourd'hui, sur des gros projets, on fixe des séances de pré-prod et de prod où justement le client il est rassuré, il sait qu'il y a un véritable suivi. Ça permet d'avoir un échange aussi, de rester dans le cadre humain et de pas arriver, il y a eu un brief, il y a eu la livraison, et puis qu'est-ce qui s'est passé entre? Et on se prend tout dans la figure pendant 1 heure parce qu'on présente le concept. Là, au moins, on va step by step et on l'accompagne jusqu'au bout du concept parce que c'est important de comprendre le cheminement aussi intellectuel. Oui, bien sûr. Moi, j'avais une question, c'était de savoir quelle était votre signature, le point fort vraiment de votre agence. Alors, de ce que tu viens de résumer, c'est vraiment l'expérience client qui prime et aussi le côté d'avoir un seul interlocuteur. On s'éparpille pas, on parle à la même personne et puis on a un suivi qui forge un petit peu l'expérience client. Oui, c'est devenu notre signature aujourd'hui. Après, les gens viennent aussi voir du Zero Design pour autre chose. D'accord? Par rapport à la conception, aux idées que l'on va pouvoir apporter. Aujourd'hui, clairement, si tu veux quelque chose de lissé, de corporate, je pense que tu vas peut-être aller chercher une autre agence. On a un branding qui permet de sélectionner. Alors, je me permets de le dire, mais c'est vrai, on est en attraction sur des gens qui aiment ce côté un petit peu frais, un petit peu acidulé, parce qu'on veut apporter autre chose. Voilà, si quelqu'un veut quelque chose de hyper rigide, une com au carré, c'est pas chez nous qu'il faut venir, clairement. Nous, on est dans l'effervescence des idées. Ça bouge. C'est du ping-pong. Il y a rien qui est figé. On est sans arrêt en mouvement. Et j'ai envie de revenir sur l'expression
Parce que ce qui est hyper important, finalement, c'est la partie conception, évidemment. Comment on va le présenter, comment on va l'argumenter, comment on va emmener notre client sur cette idée que l'on trouve, nous, juste géniale, mais comment on peut la communiquer derrière et comment on positionne cette expression. Aujourd'hui, si on vient de voir, c'est aussi par rapport aux idées d'expression visuelle et de communication qu'on peut avoir. Et ça, effectivement, si on va sur notre site, si on va vers nous sur nos profils de communication, ça se ressent. Il y a des gens qui vont pas être à l'aise avec ce que nous dégageons. Alors, oui, on est un duo, oui, il y a un interlocuteur unique, mais on est aussi des êtres humains, on est là pour se faire plaisir dans un cadre créatif agréable. Du Siro Design, c'est aussi ça. Je me permets, Jérémy, j'ai envie juste de faire une parenthèse. Oui, vas-y. C'est que nous, on a créé du Siro Design parce que clairement, on s'emmerdait dans notre job. En fait, du Siro Design est né de là, parce qu'on avait fait le tour. Parce que à chaque fois qu'on essayait de proposer des choses un petit peu innovantes, entre guillemets, ou différenciantes, on nous disait non, ça passera pas, non, on n'ose pas, non, mais le client, il va pas accepter, non. C'est-à-dire qu'on ne proposait même plus. Et à la fin, on proposait toujours les mêmes schémas et nous, on voulait pas ça. Alors, je ne critique pas plus que ça, mais on avait fait le tour de ce fonctionnement-là et on voulait proposer autre chose, c'est-à-dire assumer la conception jusqu'à sa production et vraiment au bout de sa communication. Et pas faire les choses à moitié parce qu'on sait que, si on lance un concept et qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce concept, c'est foireux, c'est voué à l'échec. Et du coup, on veut emmener petit à petit nos clients là-dessus en disant, si vous êtes OK avec ça, on va jusqu'au bout et on vous emmène avec nous dans ce délire-là. Et c'est pour ça que, justement, en termes de notoriété, vous attirez des personnes, au final, qui vous ressemblent, c'est-à-dire qui ont envie de sortir un petit peu de ce cadre, j'ai envie de dire classique, pour aller sur une touche presque audacieuse, en fait, très originale, et la porter haut et fort. Moi, de mon côté, ma partenaire de vie est aussi dans le graphisme, et de temps en temps, elle est très frustrée du choix que fait le client quand elle fait plusieurs propositions. Et je sais que de temps en temps, on a appelé ça entre nous un peu le mur des lamentations, où on garde de côté les projets qui n'ont pas été forcément retenus de temps en temps, on se lâche un petit peu en disant non mais franchement c'est bien dommage, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je suppose que ça vous est arrivé à tous les deux. Comment vous gérez justement ça? Est-ce que vous avez un petit quelque chose entre vous, une petite blague qui revient ou quelque chose dans le genre? Ah, après, on sait que ça fait partie du jeu aussi. Ouais. Alors, on a beaucoup évolué sur ce sujet. Ok. Quand on était au début, c'était très dur. C'était très dur parce qu'on se disait, mince, c'est dommage, cette idée, elle était vraiment intéressante, on aurait pu la pousser vraiment plus loin. Donc, il y avait beaucoup de nostalgie au début en disant, mince, c'est dommage, etc. Aujourd'hui, non, avec le recul, en fait, on se dit juste que on est aussi responsable du choix clientèle. Attention, je dis pas qu'on est responsable de tout, mais une grande partie nous revient sur comment on va présenter l'idée, comment on va la communiquer et pourquoi on a fait ça. Alors, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit tu as pris le brief et tu te colles au brief de ton client, à ce qu'il a demandé, et c'est OK, parce que du coup, il reçoit ce qu'il voulait. Soit tu vas aussi aller chercher quelque chose d'autre, parce que lui, il ne s'attend pas, il ne sait pas ce que tu peux faire. Donc, tu vas aller chercher quelque chose qui n'a absolument rien à voir, au risque que ça ne soit pas pris. Il faut le savoir. Et ça fait partie du jeu. Donc, du coup, c'est à toi d'expliquer pourquoi tu es allé à l'opposé de ce qu'il t'a demandé. Voilà, tu prends un risque. Oui. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir comment tu vas présenter ce risque-là parce qu'il a un sens pour toi. Et ce qui est bien aussi, c'est de se dire, est-ce que j'en fais pas une troisième proposition qui correspond à un contre-pilier? Nous, on a tendance à faire plutôt deux propositions. On va coller à la demande du client et après, on va coller à la demande de l'agence. Et on le présente en tant que. Je schématise. Ça, c'est ce que vous m'avez demandé. Ça, c'est ce que je vous propose. Et généralement, si tu viens voir une agence un petit peu, c'est pour avoir des idées que tu n'aurais pas eues. Sinon, c'est un petit peu dommage. Tu pourrais peut-être avoir les idées que tu as eues, tu pourrais peut-être les avoir ailleurs avec un autre traité. Donc, voilà, c'est une façon aussi, je pense, de communiquer sur ta conception. Et j'avoue qu'avec le temps, et la maturité aussi que l'on a, comme tu le dis, on va fêter les 10 ans de Du Siro, ça passe super bien en fait. Moi, maintenant, j'en rigole avec mes clients. C'est là, j'ai pris un risque, mais vous imaginez même pas, j'ai les fesses qui tremblent au moment où je présente le dossier. Ça fait rire tout le monde.
Et généralement, ils attendent qu'une envie, c'est d'avoir les fesses qui tremblent aussi, en se disant, mais attends, Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle va nous présenter? Et de plus en plus, je m'aperçois que la version du sirop, c'est celle qui est choisie. Très souvent. Très, très souvent. Mais on annonce la couleur. Ça, c'est ce que vous m'avez demandé. Ça, c'est ce que moi, je vous propose. Et pourquoi, et comment, et quel est l'intérêt, et voilà pourquoi on va ici. Comment ça peut se décliner, parce que ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Il peut y avoir plein de déclinaisons possibles. Et voilà, pour faire un petit peu le schéma. Donc, ça veut dire que quelque part, tu te sécurises toujours en répondant à la demande du client, puis tu viens lui proposer d'autres choses, et un peu sortir des sentiers ou de son cadre de réflexion, parce que au final, c'est un peu ce que vous êtes. Vous êtes une agence qui sort du cadre. Enfin, moi, j'ai envie de le décrire un peu comme ça. Vous n'êtes pas du tout une agence traditionnelle, et tant mieux. Et ça, en fait, tu l'expliques un petit peu avec Nolwenn dans un autre épisode. Enfin, je vais pas divulgacher ou faire quoi que ce soit C'est pas là-dessus. grave, Nolwenn, elle sera déjà diffusée avant nous. Ah voilà, donc on pourra toujours l'écouter aussi cet épisode, mais ouais, c'est un peu ça en fait, t'en parles pas forcément en profondeur, mais Nolwenn avait l'air d'avoir une idée assez préconçue de ce qu'elle voulait, puis t'es arrivé avec d'autres choses et surtout t'as réussi à la convaincre avec ces idées-là, et puis maintenant, dans l'épisode, elle a l'air d'être ultra satisfaite de ce choix-là. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est le fait d'avoir bossé sur cette méthode d'agence avec l'interlocuteur unique. Moi, en fait, ça m'a permis de mettre en place des process de présentation, de discussion et d'expérience. Chose que j'ai mis en place petit à petit en voyant, tiens, ça marche, ça marche pas. Et maintenant, on va dire que ça fait 5 ans qu'on a cette méthode-là et elle fonctionne super bien. Nolwenn, c'est vraiment un exemple, mais j'en ai d'autres. Ce qui était fabuleux, c'est que vraiment, elle est arrivée. Alors, c'est la 2e fois qu'on travaille ensemble. Donc, elle savait déjà un petit peu à quoi s'attendre. Elle était hyper excitée de recevoir le premier book de présentation. Je crois que l'excitation était à son comble parce qu'elle savait un petit peu qu'effectivement, il y avait 2 axes conceptuels, mais que sur ces axes, on développait plusieurs variations graphiques. Ce qui fait que l'axe, c'est une idée. Ça va être soit le traité, soit le style, soit le côté, le format. Ouais. Pour un logo, par exemple, l'axe, ça peut être un premier axe, un logo illustré, et 2e axe, un logo abstrait. Voilà. Pour un logo aussi, ça peut être aussi premier axe flat design, 2e axe art déco. Donc, juste pour situer. Et Nolwenn, du coup, elle avait une idée hyper précise. Elle avait tout en tête, le nom, la couleur, le style, et elle voulait absolument, ils écouteront l'épisode, je vous invite à l'écouter, mais elle voulait une sirène avec une bouée. Ça, c'était vraiment son truc. Elle se dit, d'abord la bouée, ensuite une sirène. Elle se dit, pourquoi pas mixer les deux. Et puis après, elle avait rajouté plein d'éléments dans son imaginaire. Et là, nous, ça a été un vrai travail de se dire, OK, on sépare. On va séparer les styles, on va séparer la bouée, on va séparer les symboliques, et on va essayer de regarder un petit peu comment on peut avoir un traité graphique intéressant, parce que la sirène, il y en a pas mal des logos avec des sirènes en fait, et on voulait pas tomber dans Starbucks, on voulait pas tomber non plus dans le côté trop girly, ou avoir quelque chose de trop réaliste et perdre l'impact. En fait, là, en parlant, Jérémy, ce qui est hyper important quand tu crées, et ton ami, bien sûr, pourra valider, c'est l'impact visuel que tu as derrière. Tu fais un logo pourquoi ? Tu fais un logo pour être identifié. Tu fais un logo pour te démarquer ou pour te différencier, ou en tout cas, c'est juste pour être remarqué et être identifié en tant que, soit sur ta marque, soit sur ton entreprise, ton service et ton produit. Donc, ce logo, il doit se remarquer. Je plisse les yeux, j'y vois rien, j'ai le soleil dans les yeux sur une ancienne, je dois comprendre que c'est toi. Quoi qu'il en soit par la couleur, soit par la forme, et donc on cherche ça. Et c'est pas évident dès que tu rentres dans un côté très stylisé, réaliste. C'est beaucoup plus facile d'avoir de l'impact quand tu simplifies les formes. Oui. Pour résumer, ça fait 5 ans que vous avez cette méthode-là de travail. Tout à fait. À peu près, hein. Ouais, à peu près. Ça fait 10 ans que l'agence existe. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Est-ce que vous avez des idées avec Charles ? Ah, où est-ce qu'on sera dans 10 ans ? Ouais, ou dans 5 ans, ou même demain. Est-ce que vous avez des idées pour l'avenir du sirop ? Oui. Alors déjà, dans un futur très proche, il va y avoir l'évolution de ce podcast. Ce podcast est vraiment destiné à devenir le podcast de l'agence, et j'ai beaucoup d'espoir que Charles revienne et qu'on puisse faire parler ce duo. Aujourd'hui, c'est ma voix beaucoup que l'on écoute. Alors, ce qui me fait grandement plaisir, mais je serais encore
plus contente de savoir que Charles puisse m'épauler sur certains sujets qui sont carrément sa partie. Moi, ma partie, c'est la communication, c'est l'expression, c'est le positionnement. Charles, lui, va vraiment pouvoir aller en profondeur sur les notions de conception graphique et de design. Il est hyper passionnant en plus, il a une voix de velours. Non, franchement, voilà. Charles, dans un futur proche, c'est faire évoluer ce podcast et ça devienne notre principal point de contact aujourd'hui, que l'on pourra ensuite retravailler pour des articles. Voilà, les sujets qui seront traités seront retravaillés sur notre partie actualité, blog et sur nos différents réseaux sociaux. D'accord. Donc voilà, ça c'est podcast. En développant aussi, j'ai envie de développer un point spécifique pour le podcast, mais ça se fera dans un premier temps. Il y a la chaîne, mais j'aimerais qu'on développe un compte spécifique pour le podcast avec les coulisses qu'on nous voit et que l'on puisse un peu révéler ce qui se passe au sein du Sirop. Au niveau de l'agence, aujourd'hui, clairement, on se voit toujours en mode duo. On ne se voit pas grandir plus le format. Ce duo convient parfaitement et on aimerait continuer justement à développer l'expression stratégique visuelle, parce que c'est vraiment ça, en allant sur les salons, en allant sur l'événementiel, sur le design d'espace, parce qu'on nous a connus et on nous connaît grâce à ça, et en développant la partie logo. Aujourd'hui, en fait, on a 2 services vraiment hyper forts et on se spécialise de plus en plus là-dessus, puisque c'est sur ça qu'on nous a connus, c'est sur ça qu'on nous connaît aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est demandé. Donc, ça serait quand même idiot de continuer à se diversifier sur d'autres prestations. Donc, aujourd'hui, on développe énormément l'identité de marque, l'expression de marque et la partie graphisme d'espace, ce qui va bien évidemment prendre en considération les différents supports et le graphisme sur ces différents supports, que ce soit imprimé ou numérique. Mais c'est vraiment ça sur lequel on va appuyer tout le suivi et le consulting. Dans 10 ans, on se voit très bien avec notre verre de sirop paille en main et je pense avec énormément de petits bébés projets graphiques entre les mains. En tout cas, ce qu'on aimerait, c'est faire évoluer notre réseau. Là, on est en train de travailler un petit peu sur la notoriété de l'agence. Ok, on est un duo, mais on peut pas tout le temps faire les choses à 2. Tu le sais, puisque on bosse avec toi. On t'a demandé justement pour cette partie un petit peu design son, identité sonore. C'est un vrai plaisir en plus de travailler avec toi et de t'avoir avec nous, parce qu'on sait que voilà, on est chapeauté, se sent bien, on est confiant et on aimerait continuer à évoluer sur des relations professionnelles. Alors, on a notre petit réseau, vidéaste, drone et différentes productions, mais voilà, avoir ce petit réseau qui nous accompagne dans les 10 ans et qui fasse que notre agence, c'est un duo, mais avec une belle équipe derrière, créative et où les idées se bousculent un petit peu. Grandir ensemble avec une belle petite équipe. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoute, je te le souhaite de tout cœur. Et puis, merci aussi pour ces gentils mots et je suis ravi de bosser avec toi au quotidien. Ça me fait extrêmement plaisir. Anouk, je t'emmène sur le shaker. Ah Allez Ça fait bizarre d'entendre ça. D'habitude, c'est moi qui le dis, tu vois. J'ai travaillé, hein. Je me suis regardé devant le miroir pour le dire plusieurs fois, pour essayer d'avoir à peu près les intonations. Ok. Allez, on y va. Je te présente pas le concept, je pense que tu le connais. Je vais te poser quelques questions avec... Allez, j'en ai rajouté quelques-unes, mais ça, tu vas le découvrir. Ouais, mais je sais que je pose souvent les mêmes au début, mais après, on aménage en fonction de la personne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Si tu me poses pas la première question, je risque d'être assez déstabilisée, parce que je m'y attends. Alors, j'ai pas changé la première question, j'ai pas changé la deuxième, c'est après que ça va un petit peu évoluer. Allez, yes, je t'écoute. C'est parti. Ta boisson préférée? Ah le sirop. T'es pas un peu plus spécifique? Du sirop de citron pour l'été, du sirop de fraise pour l'hiver. Et sinon, si on part sur les alcools, j'adore le vin. Ton mood du petit déjeuner? J'aime bien prendre mon temps. C'est hyper important pour moi. Le début de la journée, ça conditionne tout. Je prends mon temps. Ta couleur du moment? Aujourd'hui, c'est le jaune. Mais en fait, je m'aperçois que je change souvent. Un style en particulier? C'est très dur de répondre à ça parce qu'en fait, j'adore le style ornementaliste et les pré-raphaélites. Et en même temps, j'aime bien l'art déco. Un mouvement artistique? Dada. Le tableau ou l'œuvre d'art de ton enfance? Le printemps de Botticelli. Celui d'aujourd'hui? Ok, tu sais pourquoi je vais dire ça? Mona Lisa.
Ok. parce qu'il était sur le meuble de mes beaux-parents pendant toutes ces dernières années. Et à chaque fois, on me disait, regarde, la Madone, elle est ici. Et il me montrait moi. Un projet qui t'a marqué. Le projet qui m'a marqué, avec l'agence ou au sens général? Bah, les deux. On va commencer par l'agence. Ok. Le projet qui m'a le plus marqué, c'était un appel d'offres sur lequel on a bossé comme des fous et on a réussi à l'avoir alors qu'on se disait, mais on est tout petit, on n'y arrivera jamais. Et c'était pour la couverture du grand froid Pécomarque. Un autre projet qui t'a marqué en dehors de l'agence. L'expression picturale à travers l'atelier K que j'avais développé avec Jean. Ton expression favorite? Madai, qui veut dire ah mais non en italien. Ah mais non, Madai. Et le mot de la fin? J'adore bosser avec toi et je te remercie d'avoir joué le jeu pour cette interview. Avec grand plaisir. Moi, je te remercie d'avoir pensé à moi. Et puis, je suis hyper content d'avoir passé ce moment avec toi. J'ai appris énormément de choses. Ce que je retiens et là où j'ai été très surpris, c'est le côté philatélie. Ah oui, qui n'a Je rien sais à pas voir. pourquoi, qui n'a absolument rien à voir, mais ça m'a amusé. Et puis, je ne sais pas du tout comment finir ce podcast, donc je vais peut-être te repasser la parole pour que tu puisses le finir, toi, de ton côté. Alors, ok, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, le checker, ça me fait trop bizarre, en fait, d'écouter les questions. Et c'est là que je me dis, mais en fait, c'est super dur, quoi, pour l'invité de répondre un seul truc, c'est chaud. Le coup de la dernière œuvre d'art d'aujourd'hui, je savais vraiment pas quoi répondre. J'en avais plein qui se mélangeaient dans ma tête. Alors, j'ai sorti un truc super familial. Mais non, j'ai passé un super moment avec toi. J'étais pas du tout structurée dans le sens où je n'avais pas du tout préparé, donc on sent que ça part un petit peu des fois dans des contrées très très lointaines. J'ai ce parcours, il fait partie de moi. J'étais bercée par les arts visuels, bercée par l'expression, bercée par l'histoire et l'histoire de l'art. Et c'est vraiment la rencontre avec Charles qui a été déclencheur de cette libération à quelque part. Charles m'a appris à libérer l'expression finalement qui bouillonnait en moi, à travers les arts plastiques, à travers les expériences aussi, c'était assez laboratoire. Et puis petit à petit, de structurer sur la communication, sur le positionnement, c'était super, super intéressant. Je crois que je me suis jamais autant éclatée qu'aujourd'hui dans mon travail. J'adore ce que je fais, j'adore bosser avec lui, j'adore mes clients, j'adore les projets qu'on nous confie. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu avoir 10 ans auparavant. Donc, ce petit pari de dire cap ou pas cap, allez on se lance, et puis sans trop savoir si ça allait réussir quand même ce projet, aujourd'hui on est vraiment fiers de ce qu'on est devenus tous les deux. Et puis ça sent autant dans ta voix que moi je le vois aussi visuellement là, mais tu es épanoui dans ce que tu fais et que tu le portes vraiment haut et fort. Merci Jérémy, merci vraiment pour cet instant, c'était vraiment trop chouette. Avec grand plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt Anouk. Ciao ciao, bye bye. Bye. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.